Elle est l'une de nos plus grandes voix. Acclamée de New York à Istanbul, de Sydney à Séoul, elle a vendu plus de disques que Michael Jackson en 60 ans de carrière. Derrière cette vraie star internationale, une femme discrète, terriblement modeste, mais au parcours incroyable. Définitivement grecque et pourtant tellement française. C'est ici depuis Athènes que je vous invite à découvrir une Nana Mouskouri telle que vous ne l'avez jamais encore vue. ITV Nana Mouskouri, première. Je n'avais pas rêvé d'arriver là. La seule chose que je rêvais, c'était de chanter. Tout à coup, on entend, venant de Grèce, une voix. Oh, c'est une voix sublime. J'étais une fille, mais je n'étais pas une fille comme les autres. J'étais une fille ronde. Moi, j'avais mes lunettes et je détestais ces lunettes. Je n'étais pas assez belle. Les cheveux à l'arbiquette, noirs, les lunettes, les lèvres rouges, un très beau rouge, c'est Nana. Chanter en allemand, en italien, en espagnol, en anglais, c'est colossal. C'est le public avant toute chose, peut-être même avant ses préoccupations familiales au départ, etc. Je ne sens pas d'avoir fait un sacrifice. J'ai voulu faire tout bien. Je ne suis toujours pas une parfaite épouse, je ne suis pas une parfaite maman. Moi, j'étais assez amoureux de Nana, on peut le dire d'une façon qui aurait pu ne pas être platonique, mais elle est restée de par son fait à elle. J'étais toujours amoureuse dans mes rêves des hommes, mais ce n'était pas du tout de la même manière que tout le monde. Je ne pensais jamais que je ferais une vie d'artiste sur scène, mais elle est devenue ma maison, elle est devenue mes enfants, tout. Quand tu chantes, même si ça ne va pas. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes. Nana, c'est l'histoire d'une femme qui s'est toujours rêvée sur scène. À force de volonté, de travail acharné et d'un profond respect pour son public dans chaque pays, elle est la star internationale que nous connaissons tous. Elle prend soin de son public. Elle aime son public. Elle aime son métier. Elle ne l'aime pas parce qu'elle gagne de l'argent ou qu'elle gagne des prix. Elle l'aime parce qu'elle aime ce métier. Elle aime son public. Elle est honnête avec elle-même et avec son public. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. La carrière de Nana, c'est une carrière unique. Ça ne se sait pas toujours, parce qu'elle a inventé la modestie et l'humilité. Voilà. Elle est une star, c'est la seule à ne pas le savoir. J'ai jamais voulu devenir une star. Je ne comprends pas ça. Non, je suis une chanteuse. Le monde entier vous considère comme une star. Vous avez vendu 400 millions d'albums. Oui, mais est-ce que les millions, ils vous font une star? Non. Je crois que les millions, c'est des âmes qui vous ont donné autant d'amour. Je suis une chanteuse comblée et riche d'amour qui m'était donné. Elle ne se vit pas comme une star, Nana Mouskouri, parce qu'elle a en elle, dans son ADN, la philosophie des Grecs. Héraclite, ta panda ri. Tout passe,
tout est un prêt. Rien ne t'appartient, tout est mouvement. Nana Mouskouri, c'est l'incarnation même de ce mouvement, puisqu'elle n'a jamais su s'arrêter. Et donc, en permanence, elle fait quelque chose et ça ne lui appartient plus. Elle le donne, elle passe à autre chose, comme si tout cela n'avait jamais existé. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie est le génie du voyage, bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. Rien n'est dur pour toujours. Et tout finit. Et j'ai voulu garder mes pieds sur terre. Et je ne dois pas oublier que je dois un grand respect pour tout ce qui m'arrive. C'est pour ça que je suis comme ça. J'apprécie énormément, mais pas au point de perdre la tête. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour à Nana était loin d'imaginer la vie qui est la sienne aujourd'hui. Un destin hors du commun qui a commencé en Crète, la plus grande des îles grecques, et c'est là que naît le 13 octobre 1934 la petite Johanna, deuxième fille de la famille Mouskouri. Très vite, son entourage la surnomme Nana, petit nom qu'elle gardera et qui deviendra sa signature. Elle a 3 ans quand ses parents déménagent à Athènes. Son père a trouvé du travail comme projectionniste dans un cinéma de plein air. Sa mère en sera l'ouvreuse. Mon papa, il chantait très très fort, mais il aimait beaucoup la musique, et surtout la musique classique. Ma maman, elle vient de Corfou, donc c'est une île, tous les îles chantent, enfin tout le monde chante en Grèce. Ma maman chantait, jouait un tout petit peu la mandoline, et son rêve, c'était, elle avait une très belle voix, et puis son rêve, c'était d'être chanteuse, mais la vie lui a pas permis, alors son rêve, c'était que ses 2 filles deviennent chanteuses. Voilà. Et quelque part, je me sentais, comme j'aimais beaucoup la chanson, le moment où je commençais à devenir chanteuse, et vraiment professionnelle surtout, je disais, bah, quelque part, ma maman doit être très heureuse, peut-être parce que elle voit sa fille de suivre cette voie-là. Votre sœur avait 3 ans de plus que vous et Oui, paraît-il, d'après ce que vous dites, avec la charmante modestie qui vous caractérise, elle avait une voix encore plus belle que la vôtre, c'est vrai? Oui, ma sœur, elle chante très très bien. Elle n'a jamais voulu devenir chanteuse. Elle a préféré fonder sa famille Oui. Elle déteste chanter devant un public. Sa sœur, Eugénie, chante mieux qu'elle. Sa mère n'a pas assez d'argent pour financer les études au conservatoire de ses 2 filles. Et sa mère va voir le professeur du conservatoire et lui dit « Je ne peux pas financer les études au conservatoire de mes 2 filles. » Et le prof lui dit « Votre autre fille chante mieux qu'elle, mais si vous coupez les ailes de Nana, qu'est-ce qu'elle va devenir ?» Et finalement, sa sœur se retire et c'est Nana qui va être devant la scène. Et puisque vous avez dit qu'elle aurait dû être vedette à votre place, ce soir, c'est la vedette de Sacrée Soirée. La voici. Est-ce que vous pensez que votre sœur s'est sacrifiée pour vous? Elle a sacrifié son talent de chanteuse pour vous? Je crois qu'elle a fait pour m'aider à continuer. Et puis après, elle s'était mariée et je me souviens que quand je commençais à avoir du succès, j'ai voulu l'entraîner avec moi et la faire chanter. Donc, parce qu'elle chantait très très bien. Donc je lui disais, écoute, viens, tu vas voir, ça va être ça. Et petit à petit, tu vas commencer. Évidemment, elle n'a pas voulu parce que si son mari ne la laissait pas. Voilà, donc, vous savez, les femmes, on n'était pas très gâtées à cette époque-là.
Mais les souvenirs que vous avez de cette enfance, c'est des souvenirs plutôt heureux? Les parents, ils nous aimaient énormément, surtout ma maman. Mon papa, il ne savait pas toujours aussi exprimer ses sentiments. C'était un homme très, très timide, je peux dire. Et puis, comme il avait grandi dans un milieu qui n'était pas aussi très heureux, il ne savait pas. Le papa disparaissait pendant des jours parce qu'il avait joué. Il avait cette passion pour jouer aux cartes, la table verte, comme on disait. Et ça l'a ruiné parce qu'il jouait tout aux cartes. C'est vrai que j'ai toujours cherché à avoir un papa fort qui pouvait me protéger. Et je me suis rendu compte qu'il n'arrivait pas à le faire. Évidemment, il y avait des moments où, quand ma mère lui disait ses vérités, il la frappait aussi. On se trouvait des fois au milieu. Mais en étant un homme qui n'était pas méchant, mais le vice ou bien cette attirance qu'il avait pour les jeux, ça faisait beaucoup le malheur de la famille. Quand mon père avec ma mère s'est bagarré et puis tout à coup il lui donnait une gifle, il y avait des fois ma sœur ou moi, on était devant et puis la gifle est passée à nous. Et le lendemain matin, j'allais à l'école. Et je me disais, est-ce que les gens ils vont remarquer que j'ai reçu une gifle? Malgré cette honte et sa peur, Nana n'aura de cesse de chercher l'attention de son père et usera pour cela de la magie de sa belle voix naissante. Mon papa, quand il y avait des amis du cinéma, il disait « Ah oui, chante cette chanson ». Et moi, j'avais commencé à le faire sans avoir peur. Et j'avais compris que mon papa, quand j'ai chanté, il m'écoutait et puis il ne se fâchait pas, il faisait un petit sourire. Dans les carrières de cette importance, il y a toujours, pas une revanche, mais il y a toujours une force, un mental exceptionnel qu'on a puisé dans une période d'adversité. La guerre, les bombardements sur Athènes en 1941, elle a 6 ans. Ça marque un enfant. Et vous dites souvent, Nana, je suis une enfant de la guerre. Oui, un enfant, il a besoin beaucoup d'amour. Et pour moi, la guerre, j'ai dit enfant de la guerre, c'est parce que c'est l'amour qui manquait. Je me dis, je grandis dans le monde, la peur, la guerre à la maison, c'est manque d'amour, tout ça. Meurtrie par le désamour de son père, choquée par la violence de la guerre, la petite Nana trouve alors pour seul refuge le modeste cinéma où travaillent ses parents. Les images d'Hollywood la transportent loin de sa réalité et lui apportent réconfort et sérénité après toutes ces années de terreur et de privation. Et c'est en rêvant à cet ailleurs qu'elle fait une découverte qui va bouleverser à jamais sa vie, la musique. Dans le cinéma que j'ai appris à imiter d'abord tous les chanteurs et cette petite scène qui se trouve devant le grand écran, c'était l'endroit où j'ai commencé à rêver. Dans ma vie, je croyais que j'étais Judy Garland. Le film qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'était Le Magicien d'Oz. D'abord parce que j'avais l'impression d'être la petite Dorothy du film, qu'elle est partie vers le magicien pour trouver si l'amour existe. Et finalement, j'ai eu la chance dans ma vie de choisir ce chemin, Yellow Brick Road. Et sur sa route, elle a rencontré des personnages. J'ai commencé à comprendre pourquoi, petite fille, j'étais sur la petite scène de ce cinéma de plein air, tous les jours où j'ai commencé à rêver. Et puis aussi, dans ma tête, c'était cette chanson qu'elle chantait dans ce film qui était Over the Rainbow, donc au-dessus d'arc-en-ciel. Et c'était la chanson où elle aurait voulu voler quelque part dans un autre monde, plus loin que l'arc-en-ciel, et puis pouvoir voler comme un oiseau. Et en fait, sur scène, on devient quelque part un oiseau. Cet amour pour la musique l'amène au conservatoire, où durant 8 ans, elle apprend le chant classique et le piano.
Pour financer ses études, Nana se produit le soir dans les endroits prisés par les Athéniens, ce qui ne sera pas du goût de son professeur. Comment avez-vous échappé finalement à ce cadre un peu étroit du conservatoire? Vous avez joué, comment dire, enfin les francs-tireurs, vous avez fait l'école buissonnière, non? Pendant que je faisais mes études au conservatoire, j'ai toujours tenté de chanter autre chose. J'étais très intéressée à la chanson en général. Alors je chantais un peu folklore, un peu jazz, tout ce que je pouvais chanter avec des camarades au conservatoire. Et puis je faisais des petits concours. À droite, à gauche, en cachette, évidemment, que mon professeur ne savait pas. Alors, une fois, j'ai participé à la radio, j'ai fait un concours, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à chanter. Et j'étais obligée par la suite, parce que finalement, quand mon professeur a appris que j'ai fait le concours, il m'a empêché de donner mes examens, et j'étais renvoyée du conservatoire. Il s'est fâché parce que vous avez chanté du jazz. Oui. Anche me να πω μικρή, δεν μ' αρέσανε τα χάδια, ήμουνα προσεκτική, ιδιαίτερα τα βράδια όμως, εκεί στον ήλιτο, δεν μου το βγάζεται το μυαλό, υπάρχει κάποιο μυστικό, εκεί ψηλά στον ήλιτο. Quand j'avais commencé à travailler avec les musiciens, que j'allais chanter dans les clubs, pour des danses et tout ça, j'avais pris beaucoup de goût et pour moi c'était comme si j'allais dans une autre école. Vous savez, puis en plus, j'apprenais de plus en plus des chansons et j'apprenais d'autres styles aussi. J'avais une grande joie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Maria Callas. Je lui ai raconté pour le conservatoire, je lui ai dit tout, et puis je lui ai dit à la fin que vous savez, parce que j'ai fait ce travail-là, j'ai pas eu de diplôme. Et puis, bon, je ne serai jamais cantatrice. Elle me dit, oh, vous savez, dans la vie, il vaut mieux être une très bonne chanteuse de musique populaire qu'une mauvaise cantatrice. Alors faites ce que vous aimez, mais et c'est très important, il faut toujours réfléchir pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Je n'ai jamais oublié ça. Forte des conseils de la cantatrice, Nana poursuit ses tours de chant dans les clubs et les tavernes d'Athènes. Et c'est dans un de ces lieux nocturnes qu'elle va faire une rencontre extraordinaire. Le destin est en marche et Nana compte bien saisir sa chance. Car Nana, la petite anonyme des scènes de fortune de Plaka, se fait remarquer par Manos Rhadzidakis et Nikos Gatsos, les deux plus grandes figures de la chanson grecque. Ils en feront leur égérie et très vite l'imposeront dans le cercle intellectuel et artistique. Nikos, il écrivait ses idées, ses émotions, tout son esprit. Et Manos, il trouvait les mélodies pour les rencontrer. Et c'était leur enfant, soi-disant. Il faisait un enfant, mais l'enfant, il lui manquait quelque chose, la voix de l'interprétation. J'étais la petite muse de Manos Rhadzidakis parce que je chantais comme lui voulait que je chante. Manos avait trouvé de l'importance parce qu'il y avait un son, il y avait une voix. Il ne voyait pas non plus, moi, ni la femme, ni la fille, ni le garçon, ni rien du tout. Il ne voyait, il n'écoutait que ma voix. C'est ça qui l'intéressait. C'était un milieu tellement extraordinaire. Évidemment, moi qui étais une fille, j'avais tout juste fini l'école, ça a été ma première grande école. Malheureusement, cette entrée dans la lumière éclairera également sa soi-disant laideur. Dans les clubs chics d'Athènes, on se moque du physique disgracieux de Nana. Je ne me regardais pas du tout comme une fille. Je croyais que je me voyais beaucoup plus comme un garçon parce que mon papa, il aurait voulu avoir un garçon
Et je regrettais beaucoup de ça. Et puis après tout, j'étais une fille, mais j'étais pas une fille comme les autres. J'étais une fille ronde. Et puis j'étais pas une fille très bien soignée. C'est pas que j'étais propre, j'étais bien habillée. Mais peut-être que j'étais pas dans les goûts de tout le monde. Et ben tout à coup, ils ont dit que bon, peut-être elle chante bien, mais elle est pas belle à voir. Donc on m'a renvoyée du club parce que j'étais pas assez belle. C'est dans ces moments-là que Nana aimerait pouvoir compter sur son père pour la défendre, en vain. Vexée, seule, Nana n'en est que plus combattante, surtout qu'elle est loin d'être au bout de ses peines. Ainsi, si c'est Nana qu'on appelle pour créer Les Enfants du Pirée, la chanson phare du film Jamais le dimanche de Jules Dassin, c'est l'actrice Melina Mercouri qui l'interprétera et la portera aux quatre coins du monde. Manos faisait à ce moment-là le film de Jules Dassin, Jamais le dimanche, avec Melina Mercouri. Et il manquait la chanson principale du film. Et Jules Dassin était vraiment furieux parce qu'il disait « Manos, tu m'as abandonné » parce que Manos était toujours comme ça. Il écrivait la dernière minute. Et ce qui s'est passé, c'était 5 heures du matin. Tout à coup, le téléphone sonne, me dit « C'est Manos ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade ?» Il me dit « Non, prends un taxi et reviens tout de suite. » Tout de suite, tout de suite. Je suis allée chez Manos. Et puis, sa maman m'entendait à la porte. Il m'a dit, il est énervé, il tient plus. Elle avait peur de lui. Je rentre, il était avec son piano, il m'a dit, assis-toi, comme ça. Je me suis assise à côté du piano, il a commencé avec la cigarette de notre... Ta, 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 ta. Avec lui, et c'était ça. Alors, s'il était fou de joie, il appelle tout de suite Melina, il appelle Dassin, et ils sont arrivés tous les deux avec les pantoufles, avec un manteau comme ça, au-dessus des pyjamas. Et on a joué la chanson bien. On avait appris, entre-temps, je l'avais appris. Et on a chanté la musique du film. Melina, elle a ouvert les bras, elle a pleuré de joie. Enfin, c'était magnifique. Le trio Hadjidakis, Dassin, Mercouri tient son tube. Nana y aura contribué, même si l'histoire de ce succès planétaire ne retiendra que le nom de la divine Melina Mercouri. Le film a été un grand succès à Cannes. Toute la lumière est venue sur la Grèce, sur la musique grecque. Le monde a commencé, ça a commencé par le Festival de Cannes, regarder la Grèce. Et moi, personnellement, comme d'autres artistes aussi, on a eu cette chance-là d'être écouté et d'être invité pour chanter aussi à l'étranger. C'était une chanson qui me donne une fierté, parce que tout le monde la connaît. Le triomphe du film rejaillit néanmoins sur Nana. En tant qu'artiste grecque, elle est à présent invitée à représenter son pays dans les concours de chant, comme celui du Festival de la chanson méditerranéenne de Barcelone qu'elle remporte en 1960. Ce premier voyage hors de Grèce sera déterminant pour Nana. Débute alors son irrésistible ascension. Le Festival de Barcelone était diffusé aussi à la radio, l'émission, parce qu'il y avait beaucoup de pays qui participaient, la France aussi, enfin, toute la Méditerranée. Et c'était ce soir-là où M. Hazan m'a téléphoné depuis Paris pour me féliciter d'abord et puis me passer Quincy Jones au téléphone et Michel Legrand. On était chez Philips. Quincy travaillait pour la maison américaine Columbia, moi je travaillais pour Philips France. Et comme on est des amis d'enfance, on était ensemble ce jour-là. Et chez Philips, Jacques Canetti, le directeur, nous dit, écoutez, voilà, on a reçu des bandes magnétiques de chanteurs un peu du monde entier, voulez-vous écouter, donnez votre avis? On écoute, 1, 2, 3, 4, puis tout à coup, on entend, venant de Grèce, une voix. Oh!
Je dis à QQ, je dis, mais dis donc, c'est extraordinaire. Parce qu'à l'époque, j'étais une chanteuse. Elle voulait être chanteuse de jazz. Et elle nous a envoyé un petit disque où elle swingait pas très bien, mais la voix était... On était avec Q, on a été subjugués. On dit, mais c'est formidable. On a pris le téléphone, parce qu'on est comme ça. On a appelé, bonjour mademoiselle, voilà, écoutez, il faut venir à Paris. Je veux vous voir, c'est comme ça que c'était. Oh, j'entends encore sa voix. Je ne sais pas comment l'expliquer. Certains artistes ont ce truc. On ne sait pas toujours ce que c'est, mais c'est ce qui fait qu'on peut reconnaître leur voix dans les 15 premières secondes. C'est très important, car s'il faut se demander qui est-ce après avoir écouté l'album, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'identité. Et il faut une identité vocale, une identité stylistique. Et Nana l'avait. Elle avait cette capacité. Et ça, c'était non seulement le rêve, mais de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que sa voix hors du commun a séduit l'Europe, Nana comprend que son avenir va se jouer loin de la Grèce. En 1961, elle décide de quitter Athènes, sa famille, ses amis, pour rejoindre l'Allemagne qui la réclame. Elle y enregistre la chanson « Weiße Rosen aus Athens », pour laquelle elle recevra d'ailleurs quelques mois plus tard son premier disque d'or. Mais Nana n'a pas le temps de savourer ce succès. L'Amérique l'appelle. Le compositeur Quincy Jones, qui deviendra plus tard le producteur de Michael Jackson, ne l'a pas oublié. Il lui propose de venir enregistrer un disque de jazz avec les plus grands musiciens new-yorkais. C'est comme ça que je suis partie en bel été, le mois d'août 1962, et que je suis partie aux États-Unis rencontrer Quincy Jones. Évidemment, c'était lui qui m'attendait à l'aéroport avec Irving Green. Ils m'ont emmené dans mon hôtel. Et la première soirée avec Quincy Jones, c'était justement d'aller visiter des jazz clubs, aller au Apollo Theater au Harlem, jusqu'au petit matin, visitant d'un club à l'autre pour écouter des différents musiciens. I'm sure that if I took even one sniff, that will bore me terrifically too. Il y a un disque de jazz qu'on peut encore s'amuser à faire entendre à des gens sans dire qui c'est. Et quand on le révèle, ils sont absolument stupéfaits d'entendre Nana chanter aussi bien en jazz. Ma petite chérie, Nanaki. Comme tu le sais, tous les moments que nous avons passés ensemble me sont chers. On était dans ce studio avec Phil Ramone il y a 45 ans, peut-être même 47 ans maintenant. Tu as cette musicalité intemporelle, et chaque fois que tu as chanté dans une autre langue, tu avais une émotion différente selon la langue. Et j'adorais ça en toi. Je me souviens des bons moments qu'on a passés dans le studio de Phil, en train de choisir des chansons, on s'amusait. Il y a eu des moments fous, tu t'en souviens très bien. Et à l'époque, il y avait un restaurant grec en bas, avec des salades, avec du fromage, de la feta et tous les bons plats grecs. What a night, even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Après New York, Paris. Louis Hazan, le patron de la maison de disques Philips, et son épouse Odile prennent Nana sous leur aile. La jeune grecque un peu gauche et un peu ronde découvre la vie parisienne et les efforts à fournir pour conquérir la France. Quand je suis arrivée, c'est vrai qu'ils ont pensé tout de suite qu'il y avait beaucoup de choses à changer. Odile, elle a pris ça, pas parce qu'on lui a dit fais ça, c'est qu'elle m'a sympathisé, elle m'a aimé tout de suite, comme si j'étais sa petite sœur. Ils se sont occupés d'elle parce qu'il y a eu un énorme courant de sympathie, puis je pense peut-être un sentiment filial qui était né pour chacun des deux d'ailleurs, le mari et la femme, et c'était très touchant de voir Madame Hazan l'accompagner souvent dans les voyages, en tournée, se préoccuper de son habillement. À cette époque, Nana ne parle pas français. C'est donc phonétiquement qu'elle apprend d'abord ses chansons.
Ses premiers disques ont peu de succès auprès du public et les critiques, comme en Grèce, se moquent de son physique, de ses lunettes et de son accent. Vous parlez bien le français? Pas très bien, mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas rester assez à Paris, comme ça, d'apprendre la langue mieux. Et maintenant, vous allez rester longtemps? Ah oui, j'espère cette fois, oui. Et Monsieur Hazan, il m'avait laissé à l'hôtel quand je suis arrivée un magnéto avec des mots que je devais apprendre, comment elles se prononcent, les mots. Et il fallait les répéter avec un dictionnaire à côté, commencer à parler. Et puis j'ai mis le magnéto et j'ai attendu les premiers mots qu'il fallait apprendre. Alors c'était apprendre à dire E, et puis en, et puis U, et puis le R, pas roulé comme une méditerranéenne. Quelque chose que je n'ai jamais perdu. Je n'avais rien que mes blessures. Et toi, tu viens, mon âme pure. Il fallait apprendre à m'habiller. Par exemple, je suis arrivée avec un sac en plastique. Et puis, Odile, elle me montrait de jolies choses. Elle me disait, regarde, ça c'est joli, c'est bien. Oh, je lui disais, tu sais, quand même, je suis un peu grosse pour mettre ça. Ben, elle dit, bon, quand on est gros, on peut quand même aussi maigrir. Jusqu'au jour où elle a trouvé un très bon docteur. Elle m'a dit, Calas, elle est allée voir ce docteur-là. Il m'a dit, voilà, c'est ça que vous deviez faire, et puis vous venez me voir dans 3 semaines, et si vous venez, si vous avez perdu 5 kilos, sinon ça ne vaut pas la peine de venir me voir. Et quand je suis allée le voir, après 3 semaines, j'avais perdu 10 kilos. Quand la Calas quitte Athènes, elle est pas bien dans sa peau, elle sait pas trop. Et puis elle part faire son chemin, elle se réinvente. Nana Mouskouri s'est réinventée en venant en France. Son livre de presse ressemble à un classique album de famille. On l'y voit recevant le Lion d'Or à Luxembourg, aux côtés du chancelier Erhard en Allemagne, et photographiée à l'époque où elle accusait le poids de 82 kilos. Aujourd'hui, Nana Mouskouri possède un tour de taille à faire rêver les mannequins et elle pèse 64 kilos tout juste. Et puis, bon, j'avais mes lunettes, ils ont essayé de m'enlever les lunettes, parce que personne ne monte sur scène avec des lunettes. Ça vous gêne les lunettes ou au contraire ça vous aide? Non, ça m'aide beaucoup, oui. J'aime toujours avoir mes lunettes et je les ai toujours, je ne veux pas les tirer. Mais dites-moi, est-ce que Nana Mouskouri portera ou non ses lunettes? Ah, moi je la vois sans lunettes. Vous ne porterez pas vos lunettes le jour de l'émission? Oh oui. Ah non. Oh oui. Ah non. Oui. Non. Oui. Enfin peut-être. Monsieur Hazan, quand même, il a insisté avec un producteur à l'époque où au début, j'ai fait pour la première fois de Bobinon. Et je me souviens, à Bobinon, pendant 2 jours, je sortais sans lunettes. Parce qu'ils avaient tous décidé qu'il ne fallait pas que je porte mes lunettes. Ce soir, j'irai à Luna Park. Et au bout de 2 jours, j'ai dit, écoutez, si vous voulez que je continue à chanter, il me faut mes lunettes. Je ne sais pas, je suis paralysée, je ne chante pas bien, je me sens pas moi. Et laissez-moi. Et puis, ils ont dit, bon, très bien, c'est fini. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lien ni place. Mais non, elle a besoin de lunettes parce qu'elle ne voit pas, il n'y a pas de problème. Et puis elle a sa coupe de cheveux, elle la garde. Mais en même temps, effectivement, ça en fait, c'est presque un logo, quoi. Les cheveux, avec la coupe de cheveux quand même, maintenant ils sont plutôt comme ça, mais à une époque ils étaient comme ça, à l'arbiquette, noir, les lunettes, les lèvres rouges, un très beau rouge. C'est Nana. Et je détestais ces lunettes. Et après, j'avais les lunettes, je croyais que les gens ne pouvaient pas
voir vraiment ce que je pensais. Il me protégeait, c'était aussi la honte, comme je vous dis, les craintes qu'on a quand on est enfant, que finalement, on a un autre visage. On se cache derrière les lunettes. Nana Mouskouri, tout le monde connaît votre visage avec vos lunettes. Oui. C'est possible de le connaître sans vos lunettes maintenant? Vous y tenez absolument? Oui. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Qu'elle se soit imposée avec, ça montre son côté rebelle et tout que les gens ignorent. C'est une vraie rebelle, Nana. Il n'y a pas des carrières comme ça si on n'a pas trouvé la force de réussir et de prendre une revanche. Revanche sur un physique qu'elle n'aimait pas. Nana, ce côté un petit peu, voilà, fille solitaire, complexée, est devenue une jolie femme, est devenue une femme charmante, avec un vrai charisme, avec un charme à elle, avec un beau sourire. On ne la voit pas sans lunettes, pas du tout. On ne la voit pas avec un autre physique. J'ai appris à m'aimer, voilà, un tout petit peu, et de me faire plaisir grâce à Odile. Amincie, relookée, Nana est prête pour ses premiers shows. Nana Mouskouri, vous parlez beaucoup de langues. Oui, un peu. Elle est très timide et alors elle préfère chanter que de parler. Il faut qu'on parle un petit peu tous les deux. Le micro me fait peur quand je dois parler. Je préfère chanter toujours. Moi, je préfère parler que de chanter. Il vaut mieux pour eux aussi. Et c'est avec des chansons de Michel Legrand qu'elle touchera enfin le cœur du public français. On peut se voir à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok. Quand on s'aime, on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps. J'ai écrit 4 chansons avec Eddie Marnet, dont Quand on s'aime, qu'on entend encore tous les jours à la radio aujourd'hui. Ça fait donc plus de 50 ans, mes amis, plus de 50 années que cette chanson existe. On avait mis Et si demain, je te disais, bon, on avait 4 chansons magnifiques, formidables, qu'on enregistre certaines en duo et certaines seules pour Nana, et on a fait un disque. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne partager. J'en mourrai un instant sans toi. Et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. La femme, pour moi, qui chante le mieux en France, c'est Nana Mouskouri. Vous savez que ce compliment qu'elle vous adressait nous a fait plaisir. Et oui, nous a fait plaisir à nous, Français, car nous sommes très fiers, au fond, que vous ayez choisi de vivre en France. Je voudrais savoir ce qui a déterminé ce goût, ce choix. Pour la France, oui. Mais c'est parce que c'était le premier pays qui m'a offert de venir ici et faire chanter en français et faire des disques. Alors c'était normal de rester fidèle à ce pays qui m'a découvert quand j'étais tout à fait inconnue en Grèce.
Entre-temps, en Europe, la notoriété de Nana grandit rapidement, grâce notamment aux versions des chansons qu'elle enregistre dans toutes les langues. Allemande en Allemagne, espagnole en Espagne, française en France, Nana ira même jusqu'à représenter le Luxembourg à l'Eurovision. On behalf of the BBC, welcome to the 8th annual Eurovision Song Contest. Si elle n'arrive que 8e du concours télévisé produit par Yvonne Littlewood et retransmis dans toute l'Europe, il va étonnamment lui ouvrir une nouvelle fois les portes de l'Amérique et du monde anglo-saxon. À force de prier, chaque nuit, chaque jour, à force d'implorer tous les dieux de l'amour. Évidemment, c'était pour moi un grand événement. Et c'était pour tout le monde, parce qu'évidemment, on était déplacés tous, M. Hazan, Odile, pour me soutenir. Et malheureusement, j'étais que 8e. Attention, si ma mémoire est bonne, l'Eurovision à l'époque n'était pas en public. Elle, dont la vie est la scène, qui a besoin d'avoir le public devant elle. Elle est 8e, elle touche déjà dans les années 63 toute l'Europe. Et là, elle commence le monde entier. 2 mois ou 3 mois après, Quincy Jones téléphone à M. Hazan et il lui a dit que Harry Belafonte, et il a vu Nana à l'Eurovision, il était à Londres, il voudrait la rencontrer. Je peux l'envoyer à New York pour qu'il la rencontre. Et c'est ainsi que Nana s'envole une nouvelle fois pour New York. Après Quincy Jones, c'est une autre grande star américaine, le chanteur Harry Belafonte, qui l'attend. J'ai fait l'audition et il m'a proposé de faire une tournée avec lui. Et je suis partie en 1964 pour la première fois avec son groupe et lui, faire une tournée des grands théâtres aux États-Unis. J'ai trouvé une vraie vedette, une voix qui éclipsera tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à ce jour. C'est ainsi qu'Harry Belafonte vous a présenté cette année au public américain et c'est ainsi qu'il vous a fait découvrir l'Amérique. C'est vrai, j'ai eu une chance extraordinaire cette année parce que j'ai chanté pour la première fois devant un public américain et j'étais présentée par un chanteur très très populaire et dans ce public de 15 000 personnes. The important thing about Nana is her soul, the inner spirit. It is just incredible. God has given her a great gift. Et c'était vraiment une époque très difficile pour lui, où du coup, les gens étaient habitués de le voir toujours avec des chanteuses africaines ou américano-africaines, et que tout à coup, il y avait une chanteuse blanche. Lorsque Nana chantait avec Harry Belafonte en tournée, dans les théâtres et salles de concert dans les années 60, elle se maquillait de façon à avoir le teint très sombre, pour ne pas provoquer les personnes racistes qui n'auraient pas toléré un noir et une blanche chantant ensemble sur scène. Il a été comme, je peux dire, un professeur pour moi. J'ai appris énormément de choses par lui. Et en plus de ça, il m'a donné une assurance dans mon métier que peut-être je ne trouverais jamais si je ne l'avais pas rencontré. L'année après l'Eurovision, Yvonne Littlewood m'a appelée pour me demander si je voulais faire une série, ma propre série, à la télévision anglaise. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans une série, présenter une émission? Elle me dit, ne t'inquiète pas, j'ai tout calculé. Good evening, ladies and gentlemen.
Welcome to our show. I am very happy to be with you tonight with songs. Slow down, you move too fast. You got to make a morning. Let's just kick down a couple of stones. Looking for fun and feeling groovy. Elle a une émission toutes les semaines, produite par la BBC, qui est diffusée dans tout le Commonwealth. Donc, tout à coup, qui lui permet de toucher, de rentrer dans le cœur de centaines de millions de foyers, quoi. Like I love you, always La première émission que j'ai filmée, c'était 68 et ça durait jusqu'à 82. Est-ce que vous pensez que l'Angleterre vous a ouvert les portes de la carrière internationale? Exactement. L'Angleterre m'a ouvert la porte de l'ouest du Canada, de la Scandinavie de nouveau, toute la Scandinavie parce qu'ils parlent l'anglais, l'Islande, enfin tous ces pays-là, et puis l'Asie. C'est vrai que c'est la grande période de la télévision, des grandes émissions de variété, et Lana, là-dessus, elle est formidable, parce qu'elle chante dans toutes les langues, elle est capable de faire tous les duos possibles et imaginables, elle les a fait d'ailleurs. Bizarrement, Nana, c'est aussi une bête de télé. Il faut savoir, pour la petite histoire, dans les années 70, c'est la première artiste dans laquelle il y a eu en Angleterre un best-of. Le concept des best-of, depuis on a vu les greatest hits, c'est-à-dire les 20 plus gros tubes sur un album, eh bien le premier best-of qui a été créé dans l'histoire de la musique, c'était en Angleterre et c'était Nana Mouskouri. Nana était loin d'imaginer que ces émissions à la télévision anglaise auraient un tel retentissement international. Elles vont définitivement lancer sa carrière planétaire. She's one of those small band of artists that can go anywhere in the world and receive a wonderful, wonderful reception from any audience in the world. Ladies and gentlemen, Nana Mouskouri. Es gibt ein Wort in der deutschen Sprache, das leider viel zu wenig Anwendung findet in unserer Zeit, und das heißt Anmut. Und die Künstlerin, die jetzt zu Ihnen kommt, ist eine anmutige Frau. Nana Mouskouri. Lieder, die die Liebe schreibt, sind keine Sinfonie. Was ein ganzes Leben bleibt, sind kleine Melodien, weil ich Worte fühlen kann auf Klängen, die man sieht. Ma quando tu verrai incontro a me e nei miei occhi guarderai, tu capirai che voglio te e che non ho tradito mai. Kokago mitsunda wa itsu no saki. Vous allez n'importe où dans le monde, vous avez quelque part un disque de Nana Mouskouri. Nana, vous êtes grecque, vous habitez en Suisse et vous faites le tour du monde. D'où venez-vous? Je viens à ce moment de l'Angleterre parce que je suis en pleine tournée et comme j'avais un jour de relâche, j'ai fait le voyage juste pour 4 temps. C'est très gentil. Et auparavant, vous étiez aux États-Unis? Oui, j'étais aux États-Unis, au Canada, j'ai fait plusieurs voyages. Vous dites je voyage comme si c'était banal. Et en réalité, je crois que vous venez de faire Carnegie Hall. Oui, il y a
à peine 10 jours. J'étais à New York et j'ai chanté à Carnegie Hall pour un soir. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, à chaque fois que je l'avais au téléphone, je suis au Mexique, j'ai le Téléthon, puis alors, je suis à Los Angeles, je suis à Berlin. La capacité de prendre un avion comme vous allez prendre le métro, hein, c'est assez spectaculaire. C'est cette capacité d'être citoyenne du monde. Sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Côté scène, Nana mène sa carrière avec détermination et succès. Mais côté personnel, sa vie privée est un désastre. Tout n'est qu'apparence. La différence entre la Calas et la Mouskouri, évidemment, on est dans deux registres différents, lyriques, chansons plus populaires, c'est que la Calas avait des passions et Nana les étouffait pour garder uniquement son art, avant toute chose, au service du lien qu'elle avait construit avec le public. C'est le public avant toute chose, peut-être même avant ses préoccupations familiales au départ, etc. C'est je vais honorer les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné ma raison d'être. En 1960, Nana se marie avec le premier homme qu'elle a connu, son musicien Georges Petsilas. Après des années de vie commune, Georges, père de ses 2 enfants, sent bien que Nana lui échappe. Il lui pose alors un dangereux ultimatum. Il m'a posé la question d'aller vivre en Grèce parce qu'on avait... il ne voulait plus rester en Europe. Il a dit il faut aller en Grèce avec nos enfants et vivre vraiment comme avant. Et c'est là où je n'ai pas voulu. Et c'est là où on a décidé de se séparer. Et il n'a jamais compris la rivalité, c'était la musique, c'était la chanson. Est-ce que ça a été facile comme décision? Et vous qui êtes une femme grecque? Justement, oui. Justement, c'était très difficile. Déjà, les divorces, je me souviens que ma maman, elle n'avait pas le courage de divorcer. Elle avait dit beaucoup de fois qu'il allait divorcer, mais elle n'a pas fait. Parce qu'elle pensait à ses enfants, elle pensait à tout le monde, et que les femmes ne divorçaient pas à cette époque. Ça aussi, c'était une raison de dire, je n'ai pas le droit de divorcer. Mais si j'allais prendre un divorce, ce n'était pas avec la musique. Ma mère, elle était désespérée. Elle m'a dit, mais comment je vais sortir, voir mes voisins, mes amis, ma famille, ma fille divorcée? Et moi, j'essayais de la consoler. Je lui disais, ma maman, j'ai 40 ans, j'ai des enfants, je ne te fais pas honte. Mais pour elle, c'était honteux. When I lie in my bed, once again, Un échec qui ne fera que renforcer les complexes de Nana, la mal-aimée. Pourtant, cette séductrice qui s'ignore a toujours eu de nombreux prétendants, des coups de cœur qu'elle a toutefois préféré étouffer. Un de mes graves problèmes que j'ai eu, c'était avec mon ex-mari, c'est que j'ai toujours pensé qu'il m'a fait une faveur d'être marié avec moi. Et c'est la même chose que je pensais avec Serge Lama quand tu me flirtais, ou Belafonte quand tu me flirtais. Il vous regarde sur les images avec plus que de l'admiration. Il vous adore. Oui, bien sûr, moi aussi je le regardais comme ça, c'était un homme magnifique. Bien sûr, moi j'étais mariée, mon mari il était avec moi à ce moment. Et ça ne veut pas dire que s'il n'était pas, que j'aurais fait quelque chose.
Mais vous savez, bien sûr, mais il faut comprendre que c'était une époque, j'étais grecque d'abord, j'ai grandi comme une femme très oppressée, comme fille, il fallait vivre sans beaucoup de liberté. J'ai rentré à cette époque dans un monde d'hommes, et pas monde d'hommes de la Grèce, mais dans le monde. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Je dirais qu'on a une histoire d'amour platonique. Moi, j'étais assez amoureux de Nana, on peut le dire d'une façon qui aurait pu ne pas être platonique, mais elle est restée de par son fait à elle. Et donc cet amour que nous avons, qui est un amour idéal, se reflète certainement dans notre relation. Bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Je me dis, j'étais toujours amoureuse dans mes rêves des hommes, mais c'était pas du tout de la même manière que tout le monde. Quand j'ai admiré quelqu'un, je l'aimais bien, j'étais amoureuse aussi. Que sé, atrás de mí hay que sí, Señor. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Nana ne cède pas aux sirènes de ses jolis cœurs. Pour compagnon de route, elle préfère un homme qui aime d'abord la chanteuse avant la femme. Un homme qui épouse sa carrière et la protège, comme un père qui lui a terriblement manqué. André Chapelle, fidèle ami et directeur artistique, sera celui-là. À l'époque, il était technicien du studio son. Il était dans le son. Et comment il est devenu votre mari? Parce qu'en étant mon directeur artistique, il est devenu mon ami parce que, ami très sincère, sans rien d'autre. Il avait quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir avec mon père. J'étais quelqu'un qui me protège. On partageait cette passion des chansons, lui de produire cette chanson. André, il m'a permis de rester la chanteuse que j'ai voulu toujours être. On était très d'accord pour tout, alors c'était normal qu'on s'était mariés un jour. Ouais. Qu'est-ce que vous avez l'impression de lui avoir apporté? Peut-être la stabilité. Vous la rassurez? Je la rassure. C'est quelqu'un d'inquiet? Plus que ça. Et qui ne le montre pas? Absolument. Ça devait être encore plus dur. C'est quelqu'un qui doute beaucoup? Elle doute toujours. Oui. 365 jours par an. Et je pense que c'est un couple dans la vie, mais c'est aussi un couple artistique. Et je pense que l'un et l'autre font avancer la création, quoi. C'est ensemble, quoi. Maintenant, ça s'engueule, hein. Donc, c'est ce qu'elle veut, mais lui aussi, donc ça discute, hein. André, il est devenu ma sécurité, et je savais que tout ce que je dis, il écoute. Des fois, il n'est pas d'accord, il me le dit, bien sûr qu'il n'est pas d'accord. Et quand je ne suis pas d'accord, je le dis, mais on a toujours... Il prépare tout pour que je puisse aller vous chanter. S'il n'est pas facile de concilier vie d'épouse et vie de star, il l'est encore moins d'être artiste et maman. Madame Mouskouri, nous vous souhaitons d'abord un bon tour de chant, et puis ensuite, disons, un heureux événement, puisque malgré l'Olympia, malgré le music hall, vous attendez un enfant, c'est cela? Oui, c'est formidable. Dans combien de temps? Début février. Bon courage pour les deux. Merci. Adieu, Angelina, le ciel est en feu et je m'en vais. Ce n'est pas la peine d'en faire une affaire. Ce n'est pas la peine d'amener toute la terre. Non, vous voyez peu vos enfants. Oui, je les vois pas beaucoup, c'est vrai, mais je crois que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, il faut apprécier ce qu'on a. Et on ne peut pas avoir, comme on dit,
Enfin, c'est pas possible. Est-ce que vous avez le sentiment que le prix à payer, c'est peut-être d'être moins heureuse ou moins épanouie dans sa vie personnelle, affective, familiale? Pour moi, personnellement, je ne sens pas d'avoir fait un sacrifice. J'ai voulu faire tout bien. Et je ne suis toujours pas une parfaite épouse, je ne suis pas une parfaite maman. Nana est chanteuse avant tout, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des remords. Elle se sépare si souvent de ses enfants, Hélène et Nicolas. Ma famille me manquait beaucoup, parce que je ne pouvais pas toujours prendre la famille avec moi. Les enfants, jusqu'à 7 ans, ils étaient toujours avec moi. Mais à partir de 7 ans, il fallait qu'ils restent stables à Genève pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie normale. Alors ils venaient, dans ces cas-là, seulement l'été. L'été, quand ils avaient des vacances. Donc il fallait faire beaucoup de voyages. C'est-à-dire que vous aviez confié les enfants à une nounou, oui, oui, qui a été formidable, qui les a élevés, mais à un moment, ils ne voyaient plus leur mère, ils la voyaient, elle, plus que vous. Oui, je n'avais pas abandonné mes enfants, mais le problème, c'était qu'à une époque, à part quand les enfants arrivent à un âge de 10 ans, de 15 ans, c'est vrai que les besoins de l'enfant sont aussi différents. Ils ont besoin d'une mère. Et comme mes enfants avaient l'habitude de grandir avec la nanny, qui était formidable, je dois dire, elle aussi, elle avait pris l'habitude comme elle n'avait pas d'autre famille, elle les considérait comme ses enfants. Et elle est devenue très dure avec moi. Et c'est vrai que les enfants, ils préféraient écouter elle parce qu'elle était tout le temps avec eux. C'était comme une maman. Je pense que depuis, il y avait une petite distance avec mes enfants, que peut-être elle disparaîtra jamais. Sans même s'en rendre compte, Nana, devenue maman, ne fait alors que reproduire le schéma paternel qui l'avait si cruellement fait souffrir enfant. Le problème, c'était que depuis que j'étais toute petite, ma mère elle me disait qu'il faut travailler, gagner ta vie pour aider ta famille. Et j'ai voulu avoir des enfants en pensant qu'il fallait que je m'occupe, à ce qu'ils ont tout ce qu'il faut, tout ça. Et je n'ai jamais pensé que peut-être, si je ne suis pas tout le temps avec eux, du moment où ils avaient quelqu'un de très bien, de s'occuper, que ça sera parfait. C'est plus tard que j'ai commencé à avoir beaucoup de remords et beaucoup de culpabilité, parce que je me dis, au fond, c'est pas seulement d'avoir quoi manger ou bien s'habiller, avoir des jouets. Il y a aussi un autre amour qu'ils ont besoin. Ah, puis il perd pas de temps, hein? Comment vous appelez-vous, mon cher ami? Nicolas. Vous voyez, une maman, c'est pas facile de partir, laisser ses petits, même si elle est chanteuse et qu'elle aime passionnément la musique. Alors, pour un tout petit peu raccourcir la distance, elle écrit beaucoup, elle téléphone beaucoup aussi. Je suis une bonne cliente de PTT. C'est plus tard, ouais, en grandissant, jeune adulte comme ça, où tout à coup je m'aperçois que peut-être que j'aurais voulu qu'elle soit plus proche, quoi, plus là. Je crois que c'est très difficile, surtout aujourd'hui. Les femmes qui sont libres à travailler, qui ont un besoin de travailler, je les comprends tellement. Je pense que c'est très difficile de travailler, être dévoué à ton travail et dévoué à tes enfants. Il faut trouver la justesse et l'équilibre et faire le mieux possible. Après, c'est jamais parfait. En même temps, on sent que vous êtes fiers d'eux. Donc il y a Nicolas et il y a Lénon. Je suis fière pour ceux qui sont aujourd'hui, qui sont mes enfants et qui sont devenus. Nicolas est caméraman, n'est-ce pas? Voilà, caméraman. Et Hélène, elle a étudié le théâtre et les chants aussi, comédie musicale en Angleterre. Et puis elle chante aussi. Le jour où j'ai commencé à avoir des enfants, j'avais déjà
un rêve et qui partage avec moi la musique. Alors quand j'ai eu une fille, je me voyais aussi comme jeune fille, comme petite fille, où j'avais toujours envie de chanter, de danser, et tout ça. Et je la voyais grandir avec l'espoir que peut-être elle allait aimer la chanson. Donc ils se sont mis tous les deux dans la musique depuis très petit. Et quand ma fille a commencé à vouloir chanter, j'étais très fière. Et aujourd'hui, je l'invite et je suis très fière. Lorsque je rentrais tard, parfois tu ne t'endormais pas sans moi. Tu m'as tenté, tu m'as parlé toute une nuit de ce que serait notre vie. Si je voulais un soir d'orage avant Noël, tu m'as dit qu'il faisait soleil et j'y croyais. Je me souviens, tu me disais qu'on ne se quitterait jamais et j'y croyais. Si Nana a préféré être chanteuse plutôt qu'épouse ou maman, certains de ses choix auront des conséquences plus douloureuses. C'est ainsi qu'elle connaîtra des amours difficiles avec la Grèce, sa terre natale, et la France, son pays d'adoption. Deux blessures dont elle ne se remettra jamais vraiment. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, ni d'arc-en-ciel pour se tourner vers le soleil. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Elle n'était pas prédestinée à être une chanteuse de variété, on va dire, mais une chanteuse dans un registre d'auteur. Quand elle chantait des choses plus légères pour nous, personne ne savait qu'elle avait aussi une autre vie d'interprète d'un registre de qualité. Nana, elle a eu un choix comme ça, qui est le sien, moi je veux dire, bon, chacun fait comme il veut. Mais elle aurait pu chanter d'autres chansons que le matériel qu'elle a chanté. Elle a été trop vers le facile, quoi. C'est une voix sublime qui aurait dû chanter du sublime. Le tournesol, vers le soleil tourne le corps. Vous avez chanté les plus belles chansons de Manos Radidakis et de Nikos Gatsos. Vous êtes une chanteuse à texte. Oui. Est-ce qu'en France, on ne vous a pas transformée en chanteuse de variété? Mais, bien sûr que j'ai chanté aussi des petites chansons, le tournesol et tout ça. Mais le tournesol, c'était pour les enfants peut-être, mais c'est quelque chose qu'on murmure aussi pour s'amuser. J'aime toutes mes chansons. Je n'ai jamais fait une chanson parce qu'on m'a dit ça va faire un succès ou tout ça. Une fleur qui nous fait la leçon. Ici, c'est vrai qu'elle est considérée un petit peu comme une chanteuse de simple variété. Je crois que ça n'est pas lui rendre justice, et c'est dommage pour le public français. Oui, je pense qu'elle elle est un peu malheureuse de n'avoir pas en France le rang qu'elle mérite absolument. Soleil, 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 soleil. La France qui l'a fait connaître, finalement, est sans doute le pays qui la connaît peut-être le moins bien. Soleil, 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 soleil. Mais sa vraie douleur, c'est avec sa patrie, la Grèce, qu'elle l'a connue. Je suis comme Ulysse, elle dit. Moi, mon voyage, il est en dehors de Grèce. Parce que la Grèce, je la porte en moi. Alors, c'est toujours il y a un je t'aime, moi non plus. Mais le je t'aime est plus fort que le moi non plus. En 1967, un coup d'État des colonels porte une junte militaire au pouvoir en Grèce. Les arrestations se multiplient. Plus de 6000 personnes seront appréhendées le 21 avril et les jours suivants. La junta, comme on l'appelle, verrouille le pays et limite de manière drastique les libertés individuelles. Les intellectuels et les artistes résistent à la dictature des colonels. Nana, toujours entre deux continents, ne répond pas à la mobilisation générale.
J'étais tellement dans mon travail, d'un pays à l'autre, faire des enregistrements, en fait, apprendre, que je pensais pas beaucoup des détails de ce qui s'est passé. J'avais de nouvelles de mes parents, mes amis et tout, mais je suivais sans vraiment voir le mal arriver. Mes parents, comme ils ont vécu pendant la guerre, ils avaient très très peur de parler. Ma mère, par exemple, qu'elle aimait beaucoup la famille royale, elle était paniquée à l'idée qu'on pouvait l'arrêter parce qu'elle était contre les révolutionnaires. Il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de peurs. Je ne me mêlais pas beaucoup aux problèmes politiques. Ça veut dire que je ne voulais pas savoir. Je savais qu'il y avait l'opposition et tout ça, mais je n'étais jamais dans les détails. Par contre, Melina Mercouri, qui était une femme adorée par le pays et qui était une grande artiste, elle a eu beaucoup de succès évidemment partout. Elle avait commencé à faire la politique quelque part, mais elle était aussi d'une famille politique. C'était dans son sang de faire ça. Elle connaissait très très bien de quoi elle parlait. La Junta ne m'aime pas, ce qui me fait un très grand honneur, parce que ce serait terrifiant si la Junta m'aimait. Les gens ne réalisent pas la force et la bêtise de ces gens-là. Et je crois que peut-être avec moi, aujourd'hui, ils vont commencer à réaliser ce qui se passe en Grèce. Mais le malentendu avec les Grecs est arrivé à ce moment-là. Oui, évidemment. Et j'étais fanatiquement contre la Junta. Ça, c'était sûr que la dictature, la Junta, voilà, c'est ça. Mais quand vous la voyez devant vous, après une guerre civile, après avoir été la Deuxième Guerre mondiale, ça, c'était vraiment quelque chose de trop. Et c'était quelque chose incompréhensible et en même temps triste, déchirant. Le pays recommençait à se déchirer une nouvelle fois. Donc c'était terrible. Et c'est vrai que parce que j'étais connue, à ce moment ils ont pensé que j'étais connue et qu'ils disaient d'ailleurs elle ne s'intéresse pas et puis elle ne nous protège pas. Mais on ne peut pas faire toujours du bien en se mêlant dans des choses qu'on ne connaît pas, ça c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes attendaient de vous que comme vous étiez une star dans le monde entier, vous deveniez le porte-parole de la résistance? Un de porte-parole, parce qu'il y en avait déjà beaucoup, mais parce que j'étais connue. Mais moi, j'ai suivi celui de Melina Mercouri. En 1969, le compositeur Mikis Theodorakis est emprisonné. À Cannes, le festival honore le réalisateur grec Costa Gavras pour son film Z, un thriller politique contre le totalitarisme. La bande originale est signée Theodorakis. Nana est invitée à chanter pour cette cérémonie de clôture. Dans la salle, les artistes de la résistance grecque veulent lui faire payer sa neutralité et lui exprimer bruyamment son illégitimité pour représenter la Grèce. Pour Nana, cette humiliation illustre violemment son divorce avec son pays. J'étais invitée parce que j'étais grecque et c'était mon obligation, au devoir, de chanter quelque chose de Theodorakis parce que c'était lui qui avait fait aussi la musique de Z. Tout à coup, il y avait Irène Papas qui se lève et puis elle dit « Chante-nous de Theodorakis ». Puis Simone Signoret, elle se levait, elle a fait la même chose. Et puis, Kostas Lavras. Oui, excusez-moi. Si ça vous ennuie pas, je suis invitée pour chanter. Et si je vais vous chanter une chanson de Theodorakis, j'espère que vous pouvez attendre jusqu'à la fin de mon tour pour l'écouter. Vous êtes pressés depuis le début? Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne voulais pas commencer par cela. Mais je peux vous dire que c'était comme, j'ai dit souvent, c'est comme la terre s'ouvrait et puis bon, je m'enfonçais. Tous les arbres sont en fleurs et la forêt a ses fleurs que tu aimais. Qu'est-ce qui vous a fait mal? Qu'on interpelle un artiste sur scène? J'étais toute innocente de cette histoire. Je n'étais pas là pour dire, ils auraient pu aussi me dire avant
Irène, elle pouvait venir avant, il m'a dit, tu sais, si tu peux dire un mot pour la cause, ça sera bien. Alors pourquoi ils l'ont fait? D'abord, vous vous êtes senti trahi Oui. par vos frères, je veux dire, vos amis. Exactement. Le problème s'est posé plusieurs fois dans votre vie. Vous avez, Oui. c'est une histoire passionnelle avec la Grèce. Maria Callas avait vécu ça avant vous. Voilà, justement. Elle était toujours accusée. Elle ne passe pas à son pays, elle ne fait pas ce qu'il faut. Mais peut-être la Callas, elle a fait tellement du bien dans le pays. Elle a été illuminée. Le pays était illuminé. Tout le monde admire la Grèce grâce à elle. En 1974, Oui. Karamanlis, qui était Premier ministre du roi, prend le pouvoir, la démocratie revient, il devient le premier président de la République grecque. 10 ans plus tard, il vous invite, vous, Nana Mouskouri, à venir chanter à Hérodaticus. Il a voulu pour 2 raisons. Parce qu'il n'était pas content que je ne venais pas souvent chanter dans le pays. Et puis, il appréciait ce que j'apportais quand j'étais dehors. Il a voulu fêter aussi notre amitié qui était vraiment depuis les années 50. Et je pense aussi qu'il voulait me donner l'opportunité de l'enfant du pays de revenir. Et ce soir-là, c'était l'année où j'ai eu mes 50 ans. Il y avait tous mes amis. La seule personne que je pensais qu'elle n'était pas là, et c'était ma mère, parce que ma mère était déjà partie de ce monde. Mon père était là, ma famille évidemment. Et ce jour-là, c'était le jour où je sentis que tout le monde m'a dit « Bienvenue chez toi ». Voilà. C'est à partir de ce moment, j'ai pris un autre courage et je suis devenue encore plus grecque que je l'étais. Et pour moi, peu importe ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit avant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, quoi qu'ils disent, je sais qu'il y a d'autres Grecs qui sont aussi grecs que moi, mais je crois que je suis devenue encore plus qu'avant. Et je suis très fière parce que quand on voit la nouvelle génération comme Nikos Aliagas, et je suis très fière de le voir et j'espère qu'il ne va jamais avoir ce problème dans la vie que j'ai eu moi, parce que c'est très grave quand les gens ils vous considèrent pas grec. C'est pas du patriotisme, c'est plutôt question d'identité. Réconciliée avec son pays, elle en deviendra à son tour une militante acharnée, en devenant députée au Parlement européen et ambassadrice de l'UNICEF à travers le monde. Nana a un grand cœur. Elle est encore une enfant dans son âme, pleine d'affection pour ses frères et sœurs. C'est une personne qui ne s'est pas laissée emporter ni par la gloire, ni par tout ce qu'elle a vécu tout au long de sa vie. À 71 ans, après 50 ans de carrière et plus de 350 millions de disques vendus, Nana entreprend une tournée d'adieu internationale. Entamée en 2004, elle s'achèvera avec 2 ultimes concerts en juillet 2008 au théâtre Hérodaticus à Athènes, là où tout a commencé. Et là, je me dis, si je faisais un tour pour dire au revoir à tout ce public qui existe encore et qui m'a attendu, qui m'a connu et qui voulait encore écouter mes chansons.
moi, je vais profiter comme jamais, parce que quand je le faisais plus jeune, toutes ces années, au fond, je profitais du succès, mais je ne me rendais pas compte de l'immensité de ce qui m'arrivait. Et c'est là, parce que les années sont passées, mes amis étaient partis, et que je me disais, j'ai quand même beaucoup de chance. Alors je vais revivre ça en faisant le tour du monde. Et évidemment, quand on fait ça, on se dit que, bon, à la fin de ça, il faut s'arrêter. Et finalement, on a fait un tour qui a duré 5 ans. Et finalement, le monde entier, avec tous les concerts pendant 5 ans, on s'était donné un rendez-vous à Athènes en 2008. Et c'était là où je me suis rendu compte qu'est-ce que je faisais. Parce que pendant que j'étais en tournée, je chantais, je disais ça, je ne me rendais pas compte que c'était adieu, de dire adieu. Et c'est là que je me suis rendu compte. « 50 ans ont passé, elle vient dans Vivement Dimanche pour nous annoncer qu'elle s'arrête. Elle est encore jeune, mais elle se trouve déjà de l'autre côté. Et je me souviens, je lui dis, mais tu es sûr? Depuis 50 ans, tu sillonnes le monde. Fais attention, le mot retraite n'existe pas dans ton métier. Et elle me dit oui, mais tu ne te rends pas compte ce que c'est que le stress de la fausse note. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à Hérodaticus? La foule immense qui se lève, qui vous acclame de longues minutes. Les images en attestent. Eh bien, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'ai quitté quelque chose que j'avais le plus cher au monde. Parce que c'était ma sécurité, c'était cet amour que j'ai reçu. La musique, c'était ma vraie sécurité qui m'a fait exister et que finalement, ça devait finir. Et c'était logique que ça devait finir, parce que ça ne dure jamais. Mais quand j'ai salué à la fin, et c'était le deuxième jour d'ailleurs, c'était beaucoup plus dur que le premier jour, parce que quelque part, instinctivement, vous savez que le premier jour, que c'est pas fini, il y a encore un demain soir. Mais sans le dire. Mais le deuxième jour, c'était comme finalement j'allais rentrer dans un cercueil et puis que c'était fini, parce que j'avais besoin de m'arrêter de là où j'étais, mais je ne voulais pas perdre tout cet amour que j'ai eu toute ma vie. Et j'avais commencé à penser que maintenant, peut-être même mes enfants, ils vont plus m'aimer, ou peut-être André, il va plus m'aimer. Et cette image de vous en coulisses, ouais. Quand vous partez de la scène. Ouais. Oui, c'était pour moi le vide total. Je crois que je n'avais pas d'âme, j'avais plus d'âme. Je ne savais pas si j'étais un être humain, si je n'étais pas un zombie ou bien un extraterrestre. Je sais pas, j'étais personne. Voilà, j'étais personne. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Après, bon... après, c'était... j'ai pensé à un moment vide. J'avais rien dans le cœur. Et puis moi qui avant disais, oh, je ferai des choses, je vais faire une école, je vais m'occuper des jeunes chanteurs, je vais faire beaucoup, je vais m'occuper peut-être de mes petits-enfants et je ferai avec mes petits-enfants tout ce que je n'ai pas pu faire avec mes enfants. Voilà, je pensais à ce que je pouvais faire avec tout l'amour que j'avais. J'ai pensé que je pouvais donner tout cet amour quelque part. Et finalement, j'ai passé un très grand moment où j'étais enfoncée dans une dépression. Parce que la scène, j'avais vécu toute ma vie. Je ne pensais jamais que je ferais une vie d'artiste sur scène. Mais
Elle est devenue ma maison. Elle est devenue mes enfants, André, Nicolas, nous, tout. Et que j'avais vécu tellement de... Et je me disais, qu'est-ce que je peux leur apporter maintenant que je ne chante pas? Parce que la chanson m'avait donné vraiment une joie de vivre. Mais en plus, je sais très bien que c'était tout à fait normal d'arrêter un jour. On ne peut pas chanter toute sa vie. C'est normal, mais c'était devenu tellement important d'être chanteuse, la chanteuse, tellement que c'est injuste parce que j'ai appris de vivre comme une chanteuse et j'ai oublié que j'étais une femme, une maman. Et c'était la chanteuse qui a dominé en moi. Alors, j'ai vécu 5 ans sans être chanteuse. Tous les soirs, je me disais à 8h, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et là, c'est un moment où tu devais être sur scène, tu devais chanter, et puis il y a le moment de répétition, il y a les musiciens qui viennent voir quelle hauteur ils vont mettre le micro, à quelle hauteur ils vont mettre la rose qui me mettait sur mon micro. Et puis, un tas de choses. Et puis, le public qui allait m'apporter des fleurs sur scène. Et je me demandais si maintenant, André n'avait aucun intérêt pour moi. Parce qu'au fond, il avait aimé la chanteuse. Et c'est ce qu'elle faisait. Et puis, maintenant, il n'allait pas chercher de musique pour moi, ni de parolier, ni quel studio, ni quels musiciens ils vont être avec moi. J'étais sûr, moi, qu'une fois la tournée d'adieu terminée, une fois la valise posée définitivement, les robes raccrochées, seule chez elle, parce que sa fille est grande maintenant, dans sa grande maison, je me suis dit, elle va s'emmerder. Même si elle dit, mais je reviendrai, je ferai quelques albums, mais les tournées d'hôtel en hôtel, de jet lag en jet lag, de compagnie aérienne en compagnie aérienne, mon œil. Quand on a fait une carrière pareille, c'est difficile de s'arrêter. Oui, la musique me manquait beaucoup. Et puis, à un moment donné, évidemment, je commençais à appeler sans arrêt le docteur, de lui dire que j'avais mal ici, que j'avais mal là, je croyais que j'étais très malade. Et il me disait aussi, le docteur, à un moment donné, mais Madame Mouskouri, à votre âge, si vous réveillez un jour et que vous n'avez pas mal ici, mal pas là, ou bien mal à la tête, ou bien mal au dos, ça veut dire que peut-être vous n'êtes plus dans ce monde. Et à partir de ce moment qu'il me disait ça, je commençais petit à petit à me réveiller. Je me suis dit, bon, je luttais toute ma vie, peut-être il faut lutter maintenant. Et je me suis dit que si j'ai quitté pour une certaine raison, parce que j'étais très âgée, que peut-être un jour j'allais perdre ma voix, peut-être je pouvais revenir pour fêter de certains événements. Alors tout à coup, ça m'est venu, on approchait vers 2011, et puis je me dis, 2011, ça fait, depuis 61, ça fait 50 ans depuis les Roses Blanches de Corfou, où il y a un immense succès. Donc ils sont nés à Berlin, et je commençais à avoir des inspirations, comme quoi je pouvais fêter cette fête de 50 ans de Roses Blanches. Et voilà, j'ai commencé à reprendre mon courage. J'ai appelé mon ami Jean-Paul Gaultier. J'ai dit, quelle idée vous avez pour me faire des robes, pour faire ça, jusqu'au jour où je me dis, bah là, je vais fêter mon anniversaire avec tous les anniversaires que j'ai eus dans ma vie, toutes les grandes rencontres, avec tous mes amis qui soient partis ou qui soient là, fêter avec eux et avec le public. Ces chemins, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec beaucoup
beaucoup de personnes, de chères personnes qui étaient à côté de moi, ils m'ont créé mon rêve, parce que c'est eux qui m'ont créé ce rêve. Je n'avais pas rêvé d'arriver là. La seule chose que je rêvais, c'était de chanter. Et voilà, ils m'ont donné cette chance de réaliser mon rêve de chanter et d'être chanteuse. Donc je redeviens un tout petit peu chanteuse pour un petit moment. Voilà. J'ai